Il y a des atomes qui le problème, c'est l'intelligence chimique. Je voudrais dire ceci très simplement, c'est que vous allez entendre des personnes qui ont travaillé beaucoup sur les pesticides dans nos champs et dans nos assiettes, qui plaident, comme je le fais moi-même, pour l'interdiction immédiate du glyphosate en particulier, qui retient l'actualité au cours de ces semaines, actualité politique et médiatique. Je soutiens entièrement ces demandes, notamment parce que je crois que l'idée selon laquelle l'on ne pourrait pas se passer du glyphosate et en général de l'agrochimie est une idée fausse. Et Bernard Astruc, avec sa générosité habituelle, a rappelé les travaux que j'ai produits pour les Nations Unies entre 2008 et 2014, où j'essayais de montrer les nombreuses alternatives qui existent au départ d'une approche agroécologique. Nous avons d'ailleurs, au sein de ce panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, recueilli de manière systématique toutes les études qui comparent l'agriculture conventionnelle, chimique d'une part, et l'agriculture agroécologique d'autre part, pour montrer la productivité de l'agriculture agroécologique, la possibilité qu'elle avait, la capacité qu'elle avait à satisfaire les besoins de la planète et les énormes bénéfices en matière de santé, d'environnement et en matière de développement rural qui pouvaient résulter de sa généralisation. Et pourtant, l'on ne fait pas les choses. Même la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a été adoptée notamment grâce au travail de Stéphane Le Foll, à l'époque ministre de l'Agriculture de François Hollande, de Manuel Valls, même cette loi-là n'a pas suffi manifestement à déclencher une évolution parce que l'agroécologie a été vue comme simplement devant influencer certaines techniques agronomiques sans du tout qu'on travaille sur la question des filières, sur la question des prix, sur la question des rapports de force dans les systèmes économiques. On n'a pas du tout apporté une réponse systémique à un problème qui appelle ce type de réponse. Aujourd'hui pourtant, j'ai la conviction que les choses sont en train de changer. Une initiative citoyenne européenne a été déposée pour l'interdiction du glyphosate. 1,3 million de personnes ont signé cette demande à l'échelle de l'Union européenne. C'est très considérable. Et les gouvernements sont aujourd'hui sous pression, comme est sous pression la Commission européenne elle-même. Mais les blocages politiques demeurent extrêmement importants. Je voudrais dire un mot sur ces blocages politiques qui, par exemple, se traduisent par cette extraordinaire arrogance d'une firme, Monsanto, qui va jusqu'à refuser de se rendre à une audition au Parlement européen, alors qu'elle est sollicitée expressément pour cela. C'est une audition qui a eu lieu le 11 octobre dernier, ce qui a conduit d'ailleurs le Parlement européen à décider que les lobbyistes de Monsanto ne seraient plus bienvenus dans l'institution. Mais dans quel monde sommes-nous où les représentants légitimes élus des populations n'obtiennent même pas d'une personne qu'elle vienne défendre les produits qu'elle met sur le marché? C'est cela dont il s'agit. C'est tout à fait inacceptable. Et cette arrogance, cette capacité en toute impunité de refuser de rendre des comptes se traduit par d'autres comportements totalement inacceptables. De manipulation des preuves scientifiques, on a vu, grâce aux Monsanto Papers qui ont été divulgués grâce à des procédures judiciaires aux États-Unis, que Monsanto se rend coupable de fraude scientifique, de ghostwriting, en payant des scientifiques pour qu'ils signent des papiers qui sont produits par Monsanto, de désinformation systématique pour empêcher que soit mis à jour le caractère cancérigène du glyphosate, induisant en erreur, et je suis, Bernard, poli en disant cela, induisant en erreur les autorités qui sont chargées de protéger notre santé, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, et l'Agence européenne des produits chimiques, ECHA, qui, avec une naïveté et un amateurisme extraordinaire, prennent pour argent comptant les preuves, entre guillemets, que l'industrie agrochimique fournit pour prétendre que ces produits ne sont pas nocifs. Et je suis personnellement tout à fait choqué de voir que notre santé est aussi mal protégée
étant donné les énormes carences méthodologiques et de protection contre les conflits d'intérêts dont ces autorités se rendent coupables. D'ailleurs, Marie-Monique Robin, dans un film, aussi un livre, Notre poison quotidien, a mis en lumière ces lacunes énormes auxquelles il n'a pas été remédié jusqu'à présent. Autre tactique auquel on a vu ces acteurs recourir, c'est la criminalisation des mouvements sociaux. Il y a quelques jours, le 12 octobre, un tribunal de Foix, en Ariège, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne parce qu'étaient poursuivis devant ce tribunal 21 activistes qui étaient allés dans des magasins de Monsieur Bricolage et de Bricomarché apposant de la peinture sur les pots de glyphosate qui étaient en vente pour les rendre invendables. Et ils sont poursuivis aujourd'hui devant ce tribunal correctionnel pour destruction de biens d'autrui en Réunion sur plainte de ces distributeurs. Et la question qui est posée à la Cour de justice, et je me réjouis de voir la réponse sans doute dans 12-15 mois, est de savoir si les méthodes d'évaluation des pesticides sont valables, si le principe de précaution a été pleinement pris en compte, si l'on peut se contenter d'examiner l'impact nocif ou non pour la santé du principe actif, glyphosate par exemple dans le Roundup, plutôt que ce produit avec toutes les autres composantes qui l'entourent, si l'on peut ne pas examiner l'effet cocktail de la combinaison de différentes molécules qui augmentent la toxicité du produit, etc. Ce sont des questions fondamentales qui, au fond, visent, et c'est ça qui est intéressant dans cette procédure, à évaluer l'incrimination de destruction de biens d'autrui en Réunion au regard de la cause que poursuivent, de dénonciation de l'atteinte à la santé, la cause que poursuivent ces activistes. Et ce sera extrêmement intéressant de voir les résultats de cette procédure. Je dois dire aussi que le 9 novembre prochain, en Belgique, sont poursuivis d'autres activistes, 9 activistes, qui se sont regroupés de manière, à la manière d'un clin d'œil sous le label EZLN, l'entreprise zoologique de libération de la nature, et à qui l'on reproche d'être entrés dans les locaux de ce lobby des pesticides, la European Crop Protection Association, pour répandre de la peinture lavable à l'eau, afin de protester contre les pratiques de ce lobby et contre leur refus de rendre des comptes. Et voilà ce paradoxe, 9 activistes sont poursuivis pour une action symbolique, alors même que continuent de se complaire dans une impunité inacceptable les entreprises qui sont en train d'empoisonner nos sols et nos enfants. Et donc, je pense que l'impatience est en train de croître et que aujourd'hui, ces différents développements dont je vous fais le récit très brièvement montrent que les politiques ne peuvent plus regarder ailleurs et détourner le regard. Puis je terminerai par un dernier point, c'est que ce harcèlement judiciaire, ces fraudes scientifiques, maintenant sont renforcées par une concentration économique sans précédent dans le secteur de l'agrochimie et de la semence. Nous avons assisté à des fusions récemment entre Dow Chemicals et DuPont pour 130 milliards de dollars, entre ChemChina et Syngenta, ChemChina qui a racheté Syngenta pour 43 milliards de dollars, et aujourd'hui Bayer cherche à racheter Monsanto, et vous savez que c'est une fusion une acquisition qui est examinée aujourd'hui par la Commission européenne pour un montant de 66 milliards de dollars. Si ces différentes fusions, acquisitions viennent à leur terme, pratiquement 70% de l'agrochimie sera entre les mains de 3 grands mastodontes. Et le problème n'est pas qu'on a besoin d'eux. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les paysans peuvent se passer des produits que ces firmes mettent sur le marché. Le problème, c'est que cette force de frappe économique va permettre à ces entreprises de jouer, comme elles le font toujours, du chantage à l'emploi et de traduire en influence politique leur chiffre d'affaires et leur contrôle du marché. Et vont pouvoir ensuite vendre à des agriculteurs à qui l'on n'offre pas d'alternative, c'est ça le drame, à qui l'on n'offre pas d'alternative, des packages où ils vont acheter de semences parce que les pesticides vont avec, qui permettent au fond d'avoir un seul fournisseur d'intrants pour produire selon les recettes de l'agriculture d'hier. Nous avons écrit, IPES Food a écrit à la commissaire Margrethe Vestager pour dénoncer cette fusion en cours entre Bayer et Monsanto, en soulignant un point sur lequel j'attire votre attention et je termine par cela, c'est que le règlement
de 2004 sur la concentration des entreprises, sur le contrôle des concentrations, met en avant comme critère que la Commission européenne doit suivre l'intérêt du consommateur. Et jusqu'à présent, la Commission européenne a systématiquement défini cet intérêt du consommateur au départ d'une seule question: quel est le prix auquel le produit final auquel le consommateur aura accès lui sera facturé. Ce critère est terriblement pauvre, non seulement pour les raisons que Bernard Astruc a soulignées, c'est-à-dire que le prix ne reflète pas la réalité des coûts sociaux, environnementaux et de santé publique des produits écoulés sur le marché, mais en outre, l'intérêt du consommateur doit aussi être entendu, être compris comme incluant des considérations relatives à la santé, l'environnement, la préservation de la biodiversité. Et donc, dans notre courrier, qui est disponible publiquement, nous appelons la commissaire Vestager à prendre au sérieux la mission qui est la sienne et qui est celle de la Commission européenne, de protéger le consommateur contre des processus de concentration qui vont renforcer encore cette, je dirais, ce chantage qui est fait aux agriculteurs aujourd'hui, qui est: si vous n'achetez pas le produit, si vous ne produisez pas selon les méthodes d'hier, vous n'avez pas d'avenir dans l'agriculture. Ceci est tout à fait inacceptable. Et donc je crois que vraiment nous sommes à un moment tout à fait décisif. Cette conférence de presse arrive au bon moment parce que plusieurs dossiers sont aujourd'hui débattus au plus haut niveau politique, et je me réjouis, je termine par là, d'être en si excellente compagnie avec des gens que j'estime et que j'admire et à qui je suis heureux de rendre la parole. Merci.